Bonjour à tous, donc voilà une nouvelle vidéo qui présentera donc un exercice. Dans cet exercice, on va voir un petit peu toutes les méthodes qui ont été vues dans cette matière en statique. Donc je vais vous faire un exemple de structure qui est traité aussi dans le livre. On va d'abord faire la toute première étape, donc c'est évidemment l'étape où on vérifie que cette structure est bien un système isostatique, ce qui va nous permettre ensuite de l'étudier plus en détail par après. On compte le nombre de poutres qu'on a dans tout le système, donc ici on a une première poutre qui va du point ici à l'extrémité jusqu'au point B, une première poutre, une deuxième poutre qui va de B à C, et une troisième poutre donc qui va de C jusqu'à l'autre extrémité là-bas. Donc ça nous fait 3 poutres. Donc on écrit 3P égale 3 fois le nombre de poutres, P du coup, donc 3 fois 3, et ça fait bien 9. Ensuite on compte le nombre de liaisons intérieures. Donc ici comme liaison intérieure on a la liaison entre la poutre 1 et la poutre 2, qui est cette liaison rotule. Donc une première liaison intérieure qui provoque 2 degrés de blocage. Une deuxième liaison intérieure qui est la rotule ici en C entre la poutre 2 et la poutre 3. Donc ça fait encore 2 degrés de blocage. On a en tout 4 degrés de blocage pour les liaisons intérieures. Et ensuite pour les liaisons extérieures, donc on a une première liaison en A qui est une liaison rotule, donc 2 degrés de blocage. Une liaison en B qui est une liaison appui simple, donc 1 degré de blocage simplement. Une liaison en C qui est un appui simple aussi, et puis un appui simple en D, ce qui va faire à chaque fois 1 degré de blocage. Et donc ça nous fait 5 en tout. Et on voit bien que si on fait 3P moins I moins E, on a bien le résultat attendu qui est 0. Donc on a bien une structure qui est peut-être isostatique. Il faut maintenant vérifier avec la détermination des centres de rotation si cette structure est bien isostatique. Ici on a simplement démontré qu'elle est peut-être isostatique. Pour les centres de rotation, on fait ça avec les liaisons, donc le centre de rotation de la poutre 1, je vais la noter ici, la poutre 1. Le centre de rotation de la poutre 1, il est au niveau de la liaison rotule, donc en A. Ici, on a C1. Ensuite, on a le centre de rotation de la poutre 2, ici, qui doit être situé quelque part sur un point de cette droite ici. Comme ce centre de rotation C2 doit être en même temps sur une droite ici et sur une droite là, il se trouve finalement à l'intersection de ces deux droites parallèles. On sait que l'intersection de deux droites parallèles, c'est le point qui est à l'infini. Donc on l'écrit comme ça, C2 à l'infini. Le centre de rotation entre 1 et 2, il est défini par la liaison qui se situe entre 1 et 2, c'est cette liaison rotule. Donc le centre de rotation relatif entre 1 et 2, il est forcément en ce point-là. La rotule définit ce centre de rotation ici. Donc on voit bien déjà que C1, C1,2 et C2 ne sont pas alignés. Donc d'après le théorème de Kennedy, il n'y a pas de mouvement. Donc C1 n'existe pas, C2 n'existe pas, et C1,2 non plus. Et donc on a bien montré que ces deux poutres, 1 et 2, sont complètement fixes. Alors il ne reste plus que la troisième poutre ici, hein. Ça va se faire assez rapidement. La troisième poutre, elle est reliée à la deuxième poutre qui est fixe, donc on a un centre de rotation absolu ici, C3. Et en même temps, on a cette liaison ici, appui simple, qui nous dit que C3 doit être aussi situé quelque part sur cette droite. Donc comme il ne peut pas être situé en même temps quelque part sur cette droite et en même temps en ce point-là, eh bien on en déduit que C3 n'existe pas. Et donc on a bien démontré que ni C1, ni C2, ni C3 ne peuvent exister dans cette configuration. On a bien un système complètement isostatique. Ce système isostatique, on va lui rajouter des efforts. Ici on a rajouté quelques charges sur notre structure isostatique. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner le funiculaire associé à cette structure et à ce cas de chargement. Pour tracer ce funiculaire, on va récupérer des informations que nous donne la structure, que nous donnent les différents cas de charge. Donc par exemple, on va commencer par là. En ce point-là, on sait qu'il n'y aura ni moment fléchissant, ni effort tranchant, puisqu'on se trouve à une extrémité de poutre qui ne s'appuie sur rien du tout. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, on sait que le diagramme ici va passer en ce point-là, et on sait également qu'en ce point-là, l'effort tranchant aussi est nul. Et donc, comme l'effort tranchant, c'est la dérivée du moment fléchissant, et donc ça veut dire que l'effort tranchant est égal à la valeur de la pente du moment fléchissant,
Donc on a une pente qui est horizontale à ce niveau-là. La pente horizontale, ça signifie que la dérivée est nulle. Et on sait également que comme on a une charge distribuée comme ça sur ce tronçon de poutre, on va avoir un profil du diagramme du moment fléchissant qui sera sous la forme d'un câble suspendu. Et donc avec l'information de la pente nulle en ce point-là et l'information de la forme du funiculaire, on peut en déduire exactement la courbe en ce point-là. Donc la forme du diagramme du moment fléchissant. Donc ça aura cette forme-là. Alors en ce point A, on a un appui au niveau d'une poutre qui, elle, est continue. Et donc la traduction de cet appui au niveau de la poutre continue, c'est qu'on va avoir un coude sur le diagramme du moment fléchissant. Donc ce coude, on ne sait pas trop quelle forme il va prendre. On sait uniquement que d'un côté, ça va avoir la forme d'une parabole, comme on l'a fait ici. Et de l'autre côté, ça va prendre non pas la forme d'une parabole, mais d'une simple droite, puisque à la place d'un effort comme ça qui est continu, on a un effort qui est simple, qui est ponctuel de l'autre côté ici. Et là, on n'a rien du tout. Donc on va juste avoir une droite à ce niveau-là, et donc un coude. Et donc ça peut se présenter sous cette forme, ça pourrait être comme ça pourrait être comme ça, etc. Donc on ne sait pas trop quelle forme ça va prendre. Alors comme on ne sait pas encore, bah, on va simplement dessiner juste au niveau local, on va juste dessiner ici ce à quoi ça va ressembler, pour pouvoir se souvenir après quand on aura plus d'informations. Donc ici, une droite de ce côté, et de l'autre côté, une forme de parabole. Donc ça, c'est juste à titre indicatif, pour se souvenir pour la suite de ce qui se passe en ce point-là. Ensuite, au point d'application de la force F, on va avoir exactement, de la même façon que ici, on avait comme un effort ponctuel ici, on pourrait en fait remplacer cette liaison en A par juste un effort ponctuel. Ici, en ce point d'application de la force F, on va avoir également un coude qui va être orienté comme ceci. Comme de chaque côté de cette poutre au niveau de ce point, on n'a aucun effort, aucune charge distribuée, donc on a simplement un diagramme du moment fléchissant qui va être sous la forme d'une droite, de part et d'autre de ce point. Et donc on représente ça ici comme ça. Et donc on arrive au niveau du point B, et on sait que au niveau des liaisons rotules, on a un moment fléchissant qui est complètement nul. Et donc ça va nous permettre de complètement tracer le diagramme à ce niveau-là. Sur cette partie, on a une droite comme ça qui est dirigée vers le bas, et donc on sait que cette droite va passer par le point nul. Ici, on a l'information suivante, on sait que cette droite ici va former un coude, et après va se retrouver au niveau du point A, qu'on avait déjà défini auparavant. Et donc il nous suffit juste de relier ces deux points pour avoir la fin du diagramme. En tout cas pour cette partie-là. On a ici une poutre qui est soumise à une charge distribuée comme ça. Donc on sait qu'une poutre qui est soumise à une charge distribuée, son diagramme du moment fléchissant aura la forme d'un fil qu'on tiendrait comme ça entre deux appuis. On a de part et d'autre ici une rotule et donc un moment fléchissant qui est nul. Donc le moment fléchissant nul au point B, ça on l'avait déjà mis. Et au point C, il est également nul donc. Et ça nous permet de définir entièrement le diagramme du moment entre ces deux points, puisque on a directement ici le funiculaire qui est dû à cette charge distribuée. Alors ce dont on n'est pas sûr, c'est est-ce que le funiculaire entre ces deux points va avoir cette forme-là, va avoir cette forme-là, ou va avoir cette forme-là comme ça. Alors ça dépend de l'intensité du chargement ici. Ici on a une intensité Q, donc on le calculera après pour savoir exactement où est-ce qu'on se situe. Est-ce que c'est plutôt un cas ici qui est plus grand que cette valeur-là qu'on devrait calculer après aussi? Est-ce que c'est plutôt une valeur qui est égale? Est-ce que c'est une valeur qui est inférieure? Ça c'est quelque chose qu'il faudra préciser, qu'il faudra calculer. En tout cas, on sait uniquement déjà que la forme du diagramme du moment fléchissant entre ces deux points aura cette forme de chaînette suspendue entre deux points. Donc on va simplement pour le moment dessiner une chaînette quelconque. Et on calculera par la suite la valeur maximale en ce point-là. Alors à ce niveau-là, on a un appui simple ici. Donc on sait déjà qu'on va avoir un coude, mais en plus de part et d'autre de la poutre, on a une charge distribuée à chaque fois de part et d'autre de ce point C. Donc au niveau du point C, on va avoir quelque chose qui aura cette forme-là. Ici, une forme de parabole, un coude et une autre forme de parabole ici. Alors ce qu'on sait également, c'est que au point C, on a une rotule,
Et donc au niveau de cette rotule, le moment fléchissant est nul. Donc ça, on l'avait déjà ici. Le point particulier suivant, c'est au niveau de cette force ponctuelle qui est égale à F. Au niveau de cette force ponctuelle, déjà on sait que cette force ponctuelle va provoquer un coude, et on a d'un côté une forme de parabole qui est descendante, comme ça, et de l'autre côté, on a aucune charge distribuée, et donc juste une poutre nue, et donc de l'autre côté, on va avoir une simple droite. Donc on sait que ça va prendre cette forme-là, avec donc une parabole à gauche, et une droite à droite, donc. Donc on peut déjà reporter toutes ces informations ici. On ne sait pas trop si cette droite va faire quelque chose comme ça, ou quelque chose comme ça, etc. Donc il faut attendre d'avoir les informations de la suite pour pouvoir tracer cette droite. On arrive ensuite au point D. Comme on a un appui simple, c'est exactement comme si on avait un effort ponctuel ici, hein, on va avoir un coude, donc une inversion de la pente à ce niveau-là. Donc on va reporter cette information juste en dessous. On va avoir, donc comme on avait vu ici, une droite de ce côté, une inversion de la pente, et de ce côté, une parabole, puisqu'on a une charge continue de ce côté. Et ensuite, le dernier point, c'est le point à l'extrémité au bout. C'est exactement la même chose que le point là-bas. Au point ici, on a un moment fléchissant qui est nul, et on a également un effort tranchant qui est nul. Donc la pente du moment fléchissant est nulle. Et donc ça nous donne la dernière information, en quelque sorte, pour pouvoir tracer tout le reste du diagramme du moment fléchissant, puisque on place le dernier point ici. On commence la parabole à ce niveau-là avec une pente nulle. Donc ensuite, j'ai vu que ici, j'avais fait une droite comme ça, qui descendait ici, et qui allait rejoindre l'autre parabole ici que j'avais commencé. Donc j'ai directement, finalement, les deux points qui définissent bien ma droite. Hop, comme ça. Et donc pareil qu'ici, hein, on ne sait pas trop si cette parabole sera comme ça, ou alors si elle sera un peu plus basse, ou encore plus basse, ou un peu moins basse. Il faudra calculer à chaque fois les valeurs des moments fléchissants en ces points-là qui sont un peu particuliers et pour lesquels on n'est pas sûr d'avoir les bonnes valeurs. Voilà, pour savoir si on est exactement au même niveau qu'ici, ou alors est-ce que ici on est au même niveau que là, ou que là, etc., etc. Donc ça, c'est à chaque fois des valeurs de moments fléchissants qu'il faudra calculer en particulier. Alors dans la suite logique de l'exercice, maintenant qu'on a dessiné l'allure du diagramme du moment fléchissant M, il faut calculer les valeurs particulières de ce diagramme. Donc on va commencer par la détermination des valeurs les plus simples. En fait, les plus simples, ça va être au niveau du point A et au niveau du point D. Donc en appliquant la technique qu'on connaît du mouvement virtuel, si on remplace déjà au point A le point A par une rotule, et on aura un mouvement de ce petit morceau de poutre à ce niveau-là. Donc je vais dessiner rapidement ce que ça va donner au niveau du mouvement virtuel. Si je rajoute une rotule en A, on aura simplement tous les points ici qui resteront toujours immobiles, jusqu'ici, et tout ce morceau de poutre qui va pouvoir tourner autour du point A. Voilà, ça va être le seul mouvement, le seul mécanisme virtuel possible si on rajoute une rotule en ce point A. Donc ici on a donc fait un mouvement virtuel avec un angle qu'on va appeler alpha chapeau. Alors une chose très importante, hein, il ne faut pas confondre ce dessin du mouvement virtuel et le diagramme du moment fléchissant. C'est deux choses complètement différentes. Ici, on a dessiné le diagramme du moment fléchissant, on va le garder pendant toute la durée de l'exercice. Ici, ce qu'on dessine, c'est un autre tracé particulier, c'est le dessin du mouvement virtuel quand on a rajouté une rotule au point A. Donc il ne faut absolument pas confondre ces deux éléments qui sont complètement différents. Et on calcule la somme des travaux virtuels de toutes les forces qui sont appliquées à la structure. Alors vous voyez que quand on a rajouté juste la rotule en A, on n'a que cet élément qui va bouger en fait, et donc toutes ces forces-là vont avoir un travail nul dans ce mouvement virtuel, puisque ici on n'a aucun déplacement à ce niveau-là. Et donc la seule force qui va travailler en fait dans ce mouvement virtuel, ça va être celle-ci, ça va être Q. Donc ici on a une charge distribuée qui est égale à Q, et donc on sait que pour calculer le travail qui est dû à une charge distribuée, c'est pas la même chose que de calculer le travail qui est dû à une charge ponctuelle. Ça, on va le voir juste après.
Mais là, pour une charge distribuée, on prend la valeur de la charge distribuée Q, qu'on multiplie non pas par un seul déplacement, mais par l'intégralité des déplacements. Et en fait, l'intégralité des déplacements ici, c'est l'aire du triangle, en fait. Et donc, l'aire d'un triangle, c'est la formule base fois hauteur divisé par 2. Donc la base, c'est la longueur ici, c'est la longueur petit l, fois la hauteur, qui est la longueur ici, qui est égale à alpha chapeau fois L, divisé par 2. Là, on a calculé le travail qui est dû à cette charge distribuée dans ce mouvement virtuel. Ensuite, le travail dû au moment MA qu'on cherche à calculer. C'est un moment qui, selon la convention, est orienté dans le même sens que le mouvement virtuel alpha. Donc on a bien un signe plus. Et qui est égal donc à MA fois alpha chapeau. Ça, c'est pour calculer le travail qui est dû à un moment dans un mouvement virtuel, avec un angle alpha. Et donc ça doit être égal à 0 pour toutes les valeurs de alpha chapeau. Il suffit juste d'isoler le alpha qu'on retrouve en facteur dans chacun des termes et de l'éliminer de l'équation pour avoir directement la valeur de MA. Et donc on a la valeur de MA qui est égale à moins QL carré sur 2. Le calcul qu'on a fait pour le moment au point A, il est très similaire, vous allez voir, au calcul qu'on peut faire pour le moment au point D. Donc de la même façon, on trace le mouvement virtuel de la structure si on rajoutait une rotule au point D, ça ne changera rien pour toute cette partie-là, mais ce qui va changer, ça va être au niveau du point D, on va avoir un mouvement cette fois de petite rotation ici. Mais si je dessine donc uniquement cette partie-là, on va avoir juste le mouvement de rotation ici, on va avoir de la même façon l'angle alpha, et on a exactement le même chargement en fait. On a toujours ce chargement de charge distribuée ici, donc pour calculer son travail, on va multiplier le Q de la charge distribuée par l'aire du triangle ici, qui est exactement la même que tout à l'heure, qu'on va additionner au travail du moment qu'on cherche à calculer, au moment au point D, et donc en faisant l'égalité qui est issue du principe des travaux virtuels, qui est égal à 0 pour toute valeur de alpha, et bien on va trouver immédiatement la valeur du moment MD, qui est finalement exactement la même que au point A, qui est égal à moins QL carré sur 2. Ensuite, une nouvelle valeur qu'on va chercher à calculer, ça va être donc au point ici, au niveau de cette force ponctuelle F. Pour calculer cette valeur, on va transformer la géométrie initiale du système pour le transformer en un mécanisme qui n'a qu'un seul degré de liberté, qui n'a qu'un seul mouvement possible, pour pouvoir ensuite appliquer le principe des travaux virtuels. Ok, donc là j'ai dessiné le nouveau système, la structure donc virtuelle, le mécanisme virtuel. Donc en ayant rajouté cette rotule ici en ce point-là, on va faire l'étude cinématique de ce nouveau système. Donc on a ici une première poutre qui va tourner autour de ce point, à cause de la liaison rotule ici. Ici, on a un centre de rotation entre ce tronçon de poutre et ce tronçon de poutre, donc on va l'appeler C1,2. Et ici, on a un tronçon de poutre donc, qui est relié par une liaison appui simple ici, et donc on sait que son centre de rotation, il va être quelque part sur cette droite. Pour qu'il puisse y avoir une possibilité de mouvement, il faut que ces trois points-là soient complètement alignés. Donc C1, C1,2 et C2, donc qui va se trouver ici. Ensuite, ce tronçon de poutre, on va l'appeler le tronçon numéro 3. Il va avoir son centre de rotation relatif, donc entre 2 et 3, situé en ce point-là également, puisqu'on a une liaison rotule entre 2 et 3. Donc C2 est équivalent à C2,3. Et donc ça, quand on avait un centre de rotation absolu qui était égal à un centre de rotation relatif, ça voulait dire ici qu'on a en quelque sorte un centre de rotation absolu entre 2 et 0, qui serait, on imagine, le bâti. Et donc si on a un centre de rotation 2 par rapport à 0 qui est équivalent au centre de rotation de 2 par rapport à 3, alors ça veut dire que 3 et 0, c'est la même chose en fait. Ça veut dire que 3 ne bouge pas. Et donc 3 est complètement fixe par rapport au bâti. Et donc on en déduit exactement la même chose du coup du reste de la structure. Ici, cette poutre ne pourra pas non plus bouger du tout. Donc on a bien défini le mécanisme virtuel avec les différents centres de rotation. Donc le centre de rotation ici, le centre de rotation ici, et ici le centre de rotation relatif entre ces deux tronçons de poutre qui sont finalement les seuls à bouger de toute la structure. On va tracer le mouvement virtuel de cette poutre, de ce mécanisme virtuel.
Donc on trace comme d'habitude hein, les centres de rotation qu'on connaît. Ici on a un centre de rotation. Ici on a un autre centre de rotation. Et donc on impose un mouvement quelconque en fait, à un point qu'on choisit. On va choisir ce point et on va choisir un mouvement ici comme ça par exemple. Donc ici on a défini un certain mouvement de rotation avec un angle qu'on va appeler alpha à ce niveau-là. Donc on sait qu'au niveau de cette liaison rotule, on va juste avoir une autre rotation de ce tronçon de poutre. Donc en ce point-là, on va avoir quelque part un tracé qui va être comme ça. Donc ça va tourner autour de ce point. Et on sait également que le mouvement virtuel doit passer par ce point-là. Donc le seul tracé possible finalement, hop, c'est celui-là. Donc on a bien le mouvement virtuel. Du fait des égalités des différentes longueurs ici et ici, et bien on a l'égalité des angles, donc ici alpha, et ici également alpha. On rajoute ensuite les différentes forces qui vont travailler dans ce mouvement virtuel. Donc on regarde les différentes forces qui sont plutôt de ce côté-là, hein, puisque ici, je rappelle de ce côté-là de la structure, dans ce mouvement virtuel, il n'y a absolument rien qui va bouger. Donc toutes ces forces ici, on peut déjà dire qu'elles ne travailleront pas. Et donc il ne reste plus que cette charge Q ici, et cette force F ponctuelle, en plus du moment qu'on va calculer, bien sûr. Et on n'oublie pas, évidemment, avec la bonne convention, le moment à cet endroit qu'on va appeler ME. Et pour appliquer le principe des travaux virtuels, il faut calculer tous les travaux successivement de chacune des forces. Donc on commence par Q, c'était la même chose que tout à l'heure, on a une force distribuée qui est vers le bas ici, alors qu'ici on a une aire de triangle qui va vers le haut. Alors qu'avant on avait une aire de triangle qui était vers le bas. Donc on a un résultat qui sera négatif, un travail négatif. Donc on a la valeur de la charge distribuée Q, qu'on va multiplier par l'aire du triangle, ici, du triangle négatif si vous voulez. Donc la base L, fois la hauteur alpha fois L, et on n'oublie pas de diviser par 2 pour bien avoir l'aire du triangle. Ensuite ici on a une force ponctuelle F, cette fois, donc la force ponctuelle pour calculer son travail, on regarde uniquement le déplacement, non pas l'aire des triangles, mais juste le déplacement au niveau de la force ponctuelle. Donc ce déplacement il est donné par alpha fois la longueur ici, qu'on a ici, qui est égale à L. Et donc comme la force est dirigée dans le même sens que le déplacement, ici on a un déplacement qui est vers le bas et on a une force qui est vers le bas, donc on a un signe plus. Donc F fois la valeur du déplacement, alpha fois L. Et enfin, la dernière chose, donc le dernier travail à calculer, c'est le travail qui est dû au moment ME qu'on cherche à calculer. Alors ce moment ME, il ne faut pas se tromper de sens, il faut bien remarquer que si on isole uniquement cet endroit, à ce niveau-là, on va voir en fait dans le mouvement virtuel les barres qui vont avoir tendance à remonter. Ici, on retrouve l'angle alpha à chaque fois, ici, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc on va avoir d'un côté ici moins ME fois alpha, et de l'autre côté, moins ME fois alpha. Alors, on peut l'écrire comme ça. Ou pour aller plus vite, on peut directement écrire moins 2 ME fois alpha. Et donc ce travail, qui est ici sur 3 lignes, va être égal à 0 pour toutes les valeurs de alpha chapeau. C'est toujours la même chose, on met alpha en facteur à chaque fois. On peut écrire directement une équation à partir de laquelle on a complètement éliminé ce terme alpha chapeau. Et donc cette équation, ça va être moins QL carré sur 2 plus FL moins 2ME égale à 0. Et donc en passant ce moins 2ME de l'autre côté et en divisant par 2, on a directement la valeur de ME en fonction de Q, de F et de L. Donc on va calculer la valeur du moment fléchissant entre B et C, donc la valeur maximale qui est à ce niveau-là ici. Alors, je ne vais pas refaire toute l'analyse cinématique du mécanisme virtuel, mais si on remplace ici le morceau de poutre qui est contenu par une liaison rotule pile au milieu de la poutre, pour trouver le moment fléchissant au niveau du milieu de la poutre, et bien on va se rendre compte que toute cette partie-là ne bougera pas,
toute cette partie-là ne bougera pas non plus, et il y a seulement cette partie au milieu qui va bouger. Et donc un mouvement virtuel possible, ça serait celui-là. On pourrait prendre un mouvement virtuel qui fasse comme ça, si on voulait. Ça changerait absolument rien dans le calcul des travaux virtuels, et donc on aurait un angle alpha chapeau qui serait orienté vers le haut comme ça, et en fait, si vous calculiez avec un mouvement virtuel comme ça, vous vous rendrez compte que ça donnera exactement le même résultat. Donc ici, je vais faire rapidement l'inventaire des différentes forces qu'on a pour calculer le total des travaux virtuels. Donc on a une charge distribuée Q, et puis le moment fléchissant M qu'on cherche à calculer. On calcule les travaux virtuels de chacune de ces forces dans ce mouvement virtuel. Alors je rappelle évidemment que toutes ces autres forces, elles sont aussi à prendre en compte, mais seulement il n'y a aucun mouvement ici et aucun mouvement ici. Donc toutes ces forces ne travailleront pas dans ce mouvement virtuel. À chaque fois, on va faire la force fois un déplacement qui est nul. Ici, la force par un déplacement qui est nul. Ici, cette charge distribuée par une aire qui est nulle. Et donc, on ne prend même pas la peine de mettre finalement tous ces efforts. On met juste ceux qui travailleront dans le mouvement virtuel qui nous intéresse ici. Les forces qui travaillent dans ce mouvement virtuel, c'est cette charge distribuée Q et le moment fléchissant MF qu'on cherche à calculer. Donc, le travail de cette charge distribuée Q, ça va être égal à Q fois l'aire des triangles ici. C'est une aire qui est orientée dans le même sens, donc vers le bas, que le sens de la charge distribuée. Donc c'est bon, il y a bien un signe plus. Donc Q fois l'aire de ce premier triangle. Donc l'aire de ce premier triangle, c'est base L fois la hauteur ici, alpha fois L, divisé par 2. Et on n'oublie pas le deuxième triangle, qui est ici exactement le même que le premier triangle, et donc ça fait comme si on multipliait par 2, ça donne bien QL fois alpha fois L. Et donc l'autre travail à calculer, c'est le travail dû au moment fléchissant qu'on est en train de calculer, donc MF, qui est orienté dans le sens inverse du déplacement à cet endroit-là. Si on, encore une fois, hein, si on isole uniquement ce point-là et qu'on regarde ce qui se passe dans le déplacement virtuel, on va voir quelque chose comme ça. On va voir une rotation des deux morceaux de poutre de chaque côté du point qui vont vers le haut, dans ce mouvement virtuel qu'on a défini ici. Et donc ça nous donne un signe moins. Alors de la même façon qu'avant, on a MF fois alpha de ce côté-là, et MF fois alpha ici aussi. Et donc on a 2 MF alpha. Et donc ça doit être égal à 0 pour toutes les valeurs de alpha. En isolant le alpha qui est dans tous les termes de cette équation et en l'éliminant de l'équation, on a directement MF qui est égal à QL carré sur 2. Et donc on reporte ce résultat sur notre diagramme du moment fléchissant qu'on a depuis le début. Donc QL carré sur 2 à cet endroit-là. Et donc il reste une dernière valeur de moment à calculer, donc c'est la valeur du moment au point G. Et donc cette valeur de moment, je vais vous laisser la calculer vous-même, et je vais donner la réponse en vidéo dans quelques jours seulement, pour que vous puissiez vous entraîner un petit peu vous-même. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le Discord si vous avez des questions, pour calculer cette valeur du moment au point G.